Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le top 1D, donc un top 100, qui au final est plus qu'un top 100 parce que je me suis rendu compte que j'ai encore oublié deux comics. Enfin, j'ai peut-être pas oublié, mais j'ai mal compté, je sais pas comment je me suis débrouillé. Et du coup, je me retrouve aujourd'hui avec 12 comics au lieu de 10 à vous présenter dans le top 1D. Mais bon, c'est pas plus grave, ça vous fait du rab. Et globalement, c'est des comics qui étaient déjà classés, donc c'est pas des trucs que je rajoute au forceps, comme Black Hammer que j'ai complètement zappé et que j'aurais sûrement mis dans la vidéo dernière, pas dans celle-ci, mais dans la dernière vidéo. À quel endroit, je sais pas exactement, mais voilà, Black Hammer, foncez, c'est trop bien. Et du coup, aujourd'hui, on commence avec Dans les yeux de Billy Scott, un livre de Zoe Thorogood. Thorogood. Voilà, ma langue ne sait pas prononcer ce TH là, et donc je fais ce que je peux. Voilà. Excusez-moi, je suis toujours malade. Et encore là, ça va mieux, mais j'ai cru que j'allais pas pouvoir tourner tout à l'heure. Quinte de tout sur quinte de tout. Bref, passons, c'est pas le sujet. Dans les yeux de Billy Scott, on va suivre Billy Scott, assez impressionnamment, qui va en fait être une artiste qui va être sélectionnée pour participer à une exposition, sauf qu'elle va s'apercevoir, dans cette page-là, exactement, qu'elle perd la vue, et que dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je sais plus, elle sera aveugle en fait. Elle ne pourra plus rien voir. Et donc elle va se lancer dans un road trip pour peindre ses toiles pour l'exposition, faire ses dernières toiles, ses dernières peintures avec ses yeux pour, eh bien, pour laisser une marque de son passage, pour continuer à créer. Et ça va être un road trip qui va l'emmener notamment dans une ville où elle va s'arrêter très rapidement en fait, mais à découvrir un peu plein de personnages assez atypiques, des sans-abri, surtout des sans-abri d'ailleurs, des gens qui rêvent, des gens qui créent en fait, que ce soit de la musique, que ce soit de l'art, que ce soit plein d'autres choses en fait, c'est des gens qui créent et qui va mettre, c'est un récit qui va mettre en avant l'importance de créer, en quoi c'est important pour l'être humain de toujours pouvoir créer. Et voilà, on a les tableaux en gros que qu'elle aurait peint. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans les yeux de Billy Scott. C'est une œuvre qui est très particulière, qui est pas super simple. Le dessin de Zoe Thorogood, Thorogood, voilà, toujours pareil, je ne sais pas. Et je trouve très beau. Et puis la colorisation, le fait de n'utiliser à chaque fois qu'une, deux, voire trois couleurs, mais de manière très légère, dans une page avec beaucoup de noir, blanc et de gris, ça fonctionne vraiment très bien. C'est un récit qui est très humain, qui est très centré sur les émotions, sur la création. Très très bien, dans les yeux de Billy Scott. Je vous le conseille très fortement. C'était vraiment une très très bonne série. Très bon one-shot. Ensuite, on reste un peu dans le one-shot, avec un one-shot de Spurrier et Bergara, euh, colorisé par Lopez, de chez les éditions Dupuis. Bon, le mien a un peu morflé lors du voyage quand je l'ai reçu. Voilà, il a des petits accros là, c'est un peu dommage, mais une saison de sang qui est sortie en France en même temps que les États-Unis, si je dis pas de bêtises, ou juste après. Il y a un petit effet relief là et tout. L'ouvrage est vraiment très beau, vraiment grand format, parce que bah, les dessins sont vraiment très importants dans ce récit. Je veux dire, quand t'as des pages comme ça, c'est juste magnifique. Je sais même pas si on voit tout, je vais mettre un peu plus loin pour une fois. C'est vraiment magnifique. C'est Bergara, il a vraiment fait un superbe travail au niveau visuel. Et je peux pas trop vous en montrer pour pas vous spoiler parce que faut que je trouve une page qui spoile pas. Voilà, des grands paysages comme ça et tout. Enfin, c'est magnifique. Et dans Saison de sang, on va suivre en fait une jeune fille qui va être accompagnée par un robot géant. Et le robot géant va la pousser dans une direction pour l'accompagner, pour qu'elle avance toujours plus loin. Et cet enfant, elle ne va pas comprendre pourquoi le robot la pousse toujours dans cette direction. Mais ils ne vont pas communiquer ensemble parce que le robot ne parle presque pas, ne parle pas du tout même, et en fin de compte, il n'y a aucune parole dans ce récit, et s'il y a de la parole, elle n'est pas compréhensible. C'est un dialecte qui a été inventé pour la série, et elle n'est pas compréhensible. Donc, vous n'aurez rien à lire, vous aurez juste à regarder. Et ça,
je trouve ça vraiment très intéressant. C'est magnifique, comme je l'ai dit, on en prend plein les yeux à chaque page, les couleurs sont juste extraordinaires. L'histoire est pleine de poésie, très belle, elle va interroger sur le renouveau, sur la relation mère-fille, sur le cycle de la vie qui se répète. À un moment, on est une mère, puis on devient... Enfin, à un moment, on est une fille, puis on devient une mère, etc. Notre mère nous laisse notre place. Quand on... Il y a le fait de tuer la mère aussi, si je puis dire. Vraiment de laisser la place à la génération suivante. C'est beau, c'est une super œuvre. Vraiment, foncez, lisez Saison de sang. Enfin, regardez Saison de sang. Je vais mettre en haut parce qu'en bas, ça ne logera pas. Saison de sang, vraiment très très bien. Toujours dans ce grand format, mais cette fois chez Urban, un récit en 2 tomes qui appelle à une suite, alors qu'au départ on nous avait vendu ça comme un récit complet en 2 tomes. Il s'agit, ni plus ni moins, que de The Nice House on the Lake. Donc là c'est le tome 1 de James Tynion Ford et Alvaro Martinez Bueno au dessin. James Tynion Ford, cette année, il a tout explosé. Hein, cette année et les années précédentes. Là, il est en train de s'imposer vraiment comme quelqu'un de qui pèse, hein, vraiment, qui pèse dans le monde du comics, indé notamment. Et dans The Nice House on the Lake, on va suivre des réfugiés, parce que ce sont des réfugiés, enfin un groupe d'amis qui va partir en vacances dans la belle maison au bord du lac, sur le lac, et qui vont se retrouver en fait être les seuls survivants d'une attaque extraterrestre. Voilà. On va découvrir ça dans le premier chapitre grâce à ces petites images. Et à partir de là, eh ben, ils vont devoir essayer de survivre, de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi eux ils ont survécu, et d'autres mystères que je vous laisse découvrir. Et au final, on a vraiment un récit un peu d'enquête, thriller fantastique, thriller psychologique aussi, et qui est vraiment excellent, et que je ne peux que vous recommander, tant il est exceptionnel, je trouve. Les dessins de Alvaro Martinez Bueno sont splendides, et encore je peux pas vous montrer les premières planches sous peine de vous spoiler. Ça serait quand même dommage, parce que c'est vraiment une des petites pépites qu'on a eu cette année, fin d'année dernière et début de cette année. Donc vraiment, ouais, The Nice House on the Lake, très très bien. Ensuite, et alors là c'est certainement le titre qui va le plus faire débat dans les commentaires, et peut-être même de la sélection carrément, je pense, parce que c'est une œuvre qui est très appréciée. Une œuvre qui a reçu de nombreux Eisner Awards, je sais même plus combien il en a reçu, mais c'est assez fou, qui casse tout à chaque fois qu'elle arrive, qui a porté le marché pendant longtemps, qui a amené des gens en comic shop, d'après certains libraires, et qui eh bien, a repris là récemment. J'ai pas encore lu les tomes de la reprise, je m'étais moi arrêté au tome 9, et il s'agit de Saga, le tome 1 là du coup. Moi j'ai lu jusqu'au tome 9, la suite je l'ai déjà acheté et je vais la suivre, parce que j'aime vraiment cette série. Le seul truc que j'ai comme problème avec cette série, c'est que j'ai lu les tomes après tome sans jamais relire depuis le départ, et du coup en fait il y a certains détails qui étaient plus vraiment frais au moment où je lisais les tomes, et du coup j'avais du mal à m'attacher au personnage, à l'histoire, j'étais un peu perdu. Du coup je pense vraiment que j'ai pas vraiment apprécié la lecture au point qu'elle le mérite, parce que il y a des moments, des trucs qui sont arrivés, je me suis dit ah c'est dommage, à ce moment là j'aurais dû relire les anciens tomes, et puis jusqu'à la fois d'après j'oublie, et puis quand j'arrive au tome suivant je me dis oh je m'en souviens un petit peu, je lis et je me dis ah non j'aurais dû relire les tomes d'avant quand même, et du coup je passe émotionnellement à côté de certaines petites choses, et donc il faudrait que je me refasse la série de bout en bout, mais je vais attendre un peu que le souvenir s'estompe, et me lire ça d'un seul coup, d'une traite, parce que c'est une excellente saga de SF où on va suivre ces deux personnages qui sont d'un peuple qui est opposé, et qui vont avoir un enfant ensemble qui pourrait soi-disant être l'espoir, machin. Pour l'instant, j'en ai pas vu la couleur de cet espoir-là. Mais, du coup, il y a vraiment quelque chose qui va se dégager de ce titre-là, parce que tu es dans un récit de SF, mais tu ne retrouves pas vraiment tous les codes classiques que tu as en SF, notamment au niveau des espèces extraterrestres qui sont très très particulières, on va dire. Par exemple, hop, ici on a une espèce de femme insecte qu'on retrouverait plus dans de la dark fantasy, et du coup qui est vraiment
très particulière. On a des hommes télé, des hommes rhinocéros. Enfin, t'as un peu de tout. C'est plutôt bien amené, c'est très riche. Les personnages sont vraiment intéressants. Il y a toute une... T'as des questions morales aussi qui vont être abordées vraiment très très... Comment dire, des bonnes questions morales, hein, vraiment, et qui vont aller chercher très loin, qui vont aller creuser dans la merde qu'est notre humanité. Et juste pour ça, vous pouvez pas la classer plus bas. Malgré tout, pour l'instant, j'ai pas encore eu, moi, assez de plaisir en la lisant, parce que émotionnellement, j'ai pas du tout été impliqué dans le récit, et c'est dommage. Donc voilà, enfin, avant que je me la relise, c'est une œuvre que j'apprécie de manière objective, et que je n'ai pas encore réussi à apprécier de manière subjective. Vraiment, je vois toutes les qualités, j'arrive à observer, analyser, ce qui fait que c'est vraiment très très bien, et c'est pour ça que je la classe aussi haut, mais émotionnellement, pour l'instant, je suis pas investi. Je veux dire, il pourrait arriver n'importe quoi aux deux personnages, globalement, je m'en fous. Et, et c'est pas tant parce que j'apprécie pas le récit que je ne me suis pas investi dans la lecture de la manière que j'aurais dû m'investir. C'est comme ça, je vais sûrement me retaper les 9 premiers tomes avant de m'enchaîner le tome 10, 11, 12. Par exemple, là, quand le 12 sera sorti, je crois qu'il n'est pas sorti encore. C'est le tome 11 que j'ai acheté récemment. Je sais plus, je suis avec le chat là-dessus. Voilà. Très bonne série, je vous la conseille quand même. Ne faites pas la même erreur que moi, n'attendez pas trop en lisant entre chaque tome. Foncez, c'est vraiment très bien écrit. Et c'est une très bonne série de SF qui fait ce que j'aime dans la SF, c'est-à-dire nous parler de politique, nous parler de la société, nous parler de la psychologie humaine, etc. Et bah Saga, il le fait très bien tout en étant divertissant. Excellent, vraiment foncé. Et pour moi, un autre récit de SF qui avait un potentiel, pour me plaire en tout cas, bien supérieur, parce qu'il est plus dans de la hard SF, je dirais, mais la SF un peu plus sombre, un peu plus réaliste, c'est Invisible Republic. J'en ai déjà parlé il y a pas longtemps sur la chaîne. On va suivre une lune dans laquelle il y a eu un renversement du pouvoir, sauf que le leader qui a renversé le pouvoir en place vient de mourir des années plus tard, enfin en tout cas vient de disparaître, mourir, je sais plus, et on s'aperçoit que sa cousine est toujours en vie, et que sa cousine, elle a su ce qui s'est passé, de comment il est devenu, comment il est sorti de sa ferme dans laquelle il travaillait pour devenir eh bien, ce nouveau dictateur, ce nouveau dirigeant qui a redynamisé sa lune et qui est rentré en conflit avec la planète et d'autres lunes autour. Et du coup, au niveau politique, c'est hyper intéressant, il y a de la magouille politique, il y a de la magouille au niveau médiatique, il y a les forces armées qui vont rentrer en jeu, on va voir comment il a créé un mouvement qui s'est rebellé, ça se passe sur 2 temporalités, la temporalité du présent qui va voir qu'est-ce qui se passe une fois que lui, là, il a quitté le pouvoir, et comment lui, il est arrivé au pouvoir des années avant. On va voir que tout est un petit peu lié et tout, c'est très enchevêtré. Au niveau du dessin, c'est très très beau. C'est une œuvre de SF qui est vraiment très impactante, qui est vraiment très très bien écrite. Sauf qu'on n'aura jamais la fin parce que les auteurs ont arrêté. Auteurs et autrices sont mari et femme et ils n'ont jamais continué. Voilà, après le tome 3, il n'y a plus rien eu. Et c'est dommage parce que ça avait vraiment moyen d'être une des plus grandes œuvres de SF que j'aurais pu lire, en tout cas dans ce que j'aime, et c'est dommage que ça se soit arrêté là, vraiment. Ensuite, on a l'un récit qui m'a plus touché au niveau, pas tant au niveau dessin, parce que vous allez voir, c'est Jeff Lemire, pas tant au niveau scénario alambiqué, etc., mais plus au niveau émotionnel. Là, clairement, Jeff Lemire, il arrive à me toucher à un niveau où c'est juste les émotions qui parlent. Et c'était le cas dans Winter Road. Winter Road, on va suivre l'histoire d'un frère et d'une sœur. Un frère qui est un peu paumé, qui avait une carrière pour devenir hockeyeur, hockeyman, je sais pas comment on dit, joueur de hockey. Au Canada, c'est très important. Et notre personnage, Jeff Lemire, est canadien, et donc le personnage est canadien aussi. Sauf qu'en fait, sa sœur va revenir de la ville où elle était, etc. Et elle est devenue toxi-woman, je sais pas comment on dit, mais enfin bref, toxico, elle se drogue, etc. Et ils vont devoir essayer de la sevrer, de faire en sorte qu'elle arrête, en fait, eh bien, toutes les drogues qu'elle consomme. On est dans un récit qui va être dessiné en noir, enfin en bleu
et noir et blanc, qui est au niveau visuel très particulier. Et tous les souvenirs qu'ils vont avoir, ça va être des souvenirs qui seront en couleur. Donc on va voir le rapport qu'ils ont eu avec leur père, à quel point ça les a détruits, le rapport qu'il y a eu avec leur mère aussi, les rapports qu'ils ont eu entre eux, entre frères et sœurs, à quel point ils se sont pas forcément soutenus les uns les autres, mais que maintenant ils veulent être là l'un pour l'autre. Et à travers tout ça, on va comprendre que la sœur en fait est poursuivie par son ex-petite amie qui est assez remontée contre elle. Il va y avoir d'autres petites choses aussi. On va voir à quel point le destin de ces deux jeunes gens a été brisé et à quel point la vie ne leur a vraiment pas fait de cadeau. Et dans cette petite retraite qu'ils vont avoir au fin fond de la montagne, eh bien ils vont essayer de se retrouver et de se reconstruire. Et c'est un récit qui est vraiment poignant, que j'ai vraiment adoré. Et la fin est... Quand j'ai fini le livre, quand j'ai fermé, j'étais vraiment choqué. Je crois que j'ai pas d'autres mots. J'étais sous le choc. Et ça m'a... C'est une lecture. J'ai mis du temps à m'en remettre. Vraiment. J'ai pris plusieurs jours avant de relire autre chose parce que ça me trottait dans la tête. Ça revenait. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va revenir dans certains récits que je vais aborder maintenant dans ce top 30 des indés. Parce que il y en a de plus en plus qui m'ont fait cet effet-là. Et c'est ces livres-là qui, certes, sont pas forcément toujours ceux que j'ai préférés. Parce que il y a différents types de lectures que j'aime. Mais quand une lecture arrive à me faire ça, elle a tout gagné. Quand elle a réussi à me faire me poser des questions et à me faire arrêter de lire, c'est qu'elle m'a suffisamment choqué pour me couper d'une habitude que j'ai qui est vraiment très ancrée chez moi parce que je lis tout le temps. Vraiment, dès que j'ai 5 minutes, je prends un bouquin, je lis. Je passe très peu de temps devant les écrans et beaucoup plus devant les livres. Et du coup, un livre qui arrive à me faire arrêter de lire, c'est qu'il a réussi à faire quelque chose en moi que peu de livres arrivent à faire. Et Winter Road, il a réussi à faire ça. Il n'est pas exempt de défauts. C'est pour ça qu'il est un peu plus bas et que le relire, ça va être très dur. Mais Winter Road, vraiment, je vous le conseille. Un livre qui n'est pas du tout là-dedans, mais qui a su me divertir vraiment et m'impliquer auprès des personnages, tout ça. Et vraiment, j'ai passé un très bon moment. La fin est un petit peu en dessous, mais globalement, c'est très très bon. Et il s'agit de American Vampire, la série de Scott Snyder et de Raphaël Albuquerque. J'inclus les spin-offs qui font partie intégrante de l'histoire et que vraiment j'ai beaucoup aimé. Et dans cette histoire, on va suivre un vampire américain, Skinner Sweet, qui va mordre Pearl Jones et qui va créer une nouvelle race de vampires qui va devoir affronter les vampires carpathiques, donc les vampires d'Europe de l'Est, qui va devoir affronter des mythes aussi, qu'on va voir que c'est très violent, c'est très sombre. Globalement, je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, mais c'est vraiment très bien. Cette réinvention des vampires fonctionne vraiment très très bien. Les dessins de Raphaël Albuquerque sont géniaux. J'ai adoré lire ces différents tomes et je peux que vous les conseiller. Tant c'est vraiment trop bien. La fin est un petit peu en dessous, mais globalement, j'ai passé un excellent moment de lecture, un excellent divertissement. Je me suis impliqué auprès des personnages, j'ai envie de savoir ce qui leur arrivait, etc. Vraiment, excellent. Ensuite, l'étrange vie de Nobody Owens. On va suivre Nobody Owens, qui du coup est un jeune enfant qui va voir sa famille se faire tuer. Et donc lui va réussir à s'échapper tout petit en allant dans le cimetière. Dans le cimetière, il va être protégé par les fantômes et par Silas le vampire contre un tueur qui rappelle un peu Jack l'Éventreur, on va dire. Peut-être, je sais pas. Et je crois qu'il s'appelle les Jack. Et du coup, il tue des gens. Et du coup, ce jeune homme va être élevé par les membres du cimetière. Petit à petit, il va se découvrir des pouvoirs. On va vivre différentes petites aventures. Chaque chapitre est une aventure qui va le faire grandir, qui va le faire passer de l'enfance à l'âge adulte. On va le voir passer par l'adolescence, etc. On va nous questionner sur ses relations aussi avec les membres du cimetière. Plein de leçons sur ce qu'est l'humanité, sur ce que c'est l'enfance, sur ce que c'est le fait d'être un adulte. Et globalement, la fin est un petit peu en dessous toujours, même si elle est très bien. Et la toute fin, hyper marquante. Et je peux que vous conseiller la lecture de Nobody Owens, parce que il y a vraiment une construction qui va nous attacher à Nobody Owens, nous attacher aux différents personnages ici.
Et la fin, bah, c'est le passage à l'âge adulte, et forcément, bah, il y a des choses qui se passent. Je vous le conseille très très fortement. C'est un récit qu'il faut lire, qu'il faut vivre. Je ne peux pas vraiment vous raconter sous peine de vous spoiler et de vous faire enlever toute la charge émotionnelle qu'il pourrait vous amener. Ensuite, on a Murder Falcon de Daniel Warren Johnson et Mike Spicer. Dans ce récit, on va suivre ce personnage qui va et en fait est atteint d'un cancer et va lutter contre ce cancer en même temps qu'il doit lutter contre des kaijus qui débarquent dans le monde. Et pour lutter contre les kaijus, il va être accompagné de Murder Falcon qui peut combattre les kaijus à condition que ce personnage, je ne sais plus son nom, Jack, joue du rock, du bon rock, et du métal, non, du rock, et qu'il envoie tout ce qu'il a avec sa guitare pour redonner de la puissance à Murder Falcon et que Murder Falcon puisse aller défoncer du kaiju. Voilà, c'est très barré. Voilà, quand je dis très barré, c'est très très barré. Et au final, c'est plus un récit qui va se centrer sur l'acceptation de la mort, du destin, et que malgré tout, il faut continuer à créer, qu'il ne faut pas se laisser démoraliser, et que la création est plus importante que tout. C'est vraiment excellent. Daniel Warren Johnson, si vous ne savez pas ce que j'en pense sur les dessins, allez voir ma vidéo sur Duo Powerbomb ou sur Extremity. J'en parle plus longuement, mais c'est très très beau, c'est très bien dessiné, c'est jouissif au niveau des combats, etc. Et malgré tout, il arrive à t'amener de l'émotion. Et Murder Falcon, une valeur extrêmement forte. Au niveau émotionnel, ça m'a vraiment tiré une petite larme à la fin. Vraiment toute petite. Mais vraiment, ça a très très bien marché. Duo Powerbomb. Voilà, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous invite à aller la voir. C'est génial. Je vais pas en dire plus maintenant. Je mettrai le lien de la vidéo parce que j'ai fait une vidéo de 5 ou 6 minutes, je sais plus vraiment, où je détaille pourquoi je la trouve vraiment bien cette œuvre. Au niveau du scénario, au niveau du dessin, j'essaie de faire une analyse un peu plus poussée que ce que je fais habituellement. Donc j'ai vraiment envie que vous voyez ça. Ça sera plus parlant que d'en parler là. Mais vraiment, Duo Powerbomb, c'était une petite pépite de cette année. Vraiment assez exceptionnelle. Ça va tenir ça? Ouais, ça tient. Tombe pas, toi. Ensuite, les Tortues Ninja. Voilà, j'ai pris l'histoire secrète du clan foot pour vous montrer un petit peu les dessins du plus bel artiste qu'on ait sur ce titre-là. Donc Matteus Santoluco. Et au niveau du scénario, on a une réinvention des tortues qui fonctionne vraiment très bien. Des hauts, des bas. Ça dure sur presque 20 tomes, le run de Tom Waltz. C'est excellent. La réinvention des Tortues Ninja, elle est hyper maligne. Je veux dire, lier ça à de la résurrection, un côté petit mysticisme et tout, mais ne pas oublier le côté scientifique avec Krang, etc. C'est juste trop bien. Donc ouais, les Tortues Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles, j'en reparlerai, j'en ferai sûrement une vidéo dédiée, parce que là, en parler en 5 minutes, c'est pas leur rendre service, mais c'est beau, c'est bien écrit. Les tortues ont vraiment leur personnalité, il y a des grosses évolutions, que ce soit au niveau des personnages principaux, mais des personnages secondaires. Voilà, la série Tortues Ninja, c'est une valeur sûre, c'est une des meilleures séries super-héroïques du moment. Juste foncez, quoi. Niveau action, vous trouverez pas mieux en série qui sort actuellement. Oui, non, je dis pas de bêtises. Hein. Si vous en avez d'autres, dites-le moi. Moi, je trouve que celle-ci, vraiment... ressort du lot par rapport à ce qu'on a pu avoir récemment, et ça vaut bien mieux que la plupart de ce qu'on a en mainstream Big Two. Voilà. Ensuite, et là on passe à du Brubaker Phillips avec Kill or Be Killed, une histoire dans laquelle on va suivre Dylan qui veut se suicider, va se rater, et un démon va venir le voir pour lui dire: maintenant que je t'ai sauvé, tu dois tuer une personne tous les mois pour continuer à vivre, sinon je prends ton âme. Dylan, on va comprendre petit à petit qu'il est sujet à certaines petites choses. Voilà, et que le démon n'est peut-être pas un démon, on n'est pas sûr. Voilà. Mais d'un côté, il va devoir essayer de tuer une personne par mois, sous peine de mourir. On va voir évoluer ses relations, comment toute sa vie va s'organiser autour de ces nouvelles tueries, comment la police va petit à petit comprendre son mode opératoire, comment il va essayer de se déculpabiliser
en se disant qu'il va peut-être pouvoir faire la différence. C'est magnifiquement dessiné par Phillips. C'est haletant. On va avoir une plongée en enfer pour ce personnage-là. On va se poser des questions sur la réalité ou non du démon. Je peux pas trop vous en dire plus sans vous spoiler, mais Kill or Be Killed, c'est vraiment passionnant, c'est un bon polar. La narration, elle est hyper soignée, très travaillée, elle est impactante, elle est pas saisissante, mais elle est précise. Vraiment, elle est hyper précise la narration et je peux que vous conseiller de lire Kill or Be Killed en 4 tomes en plus seulement. Une petite intégrale serait magnifique, une intégrale à la Seven to Eternity. Qui n'est pas là, qui arrive dans les futures vidéos. Voilà. Vous pouvez regarder un petit peu, comparer. Hein, il y a des trous là, par là. Possiblement, ça arrive dans les prochaines vidéos. Voilà, donc Kill or Be Killed, vraiment très très bien. Pareil, encore une fois, j'ai pris une grosse claque à la lecture parce que c'était vraiment très maîtrisé. Et tu prends le tome 1, si tu as les tomes suivants chez toi, tu lis tout d'un coup. Voilà, moi c'est pas ce qui s'est passé parce qu'il me manquait le tome 3, il est arrivé 2-3 jours après. Donc j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2. J'ai résisté pour pas lire le tome 4 parce que j'avais pas le tome 3. Mais ça a été dur, hein. Et du coup j'ai refait le tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Voilà, Kill or Be Killed, vraiment très 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 bien. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve demain pour une vidéo top DC 30 à 20. Pareil, ça va faire débat, encore une fois. On se retrouve, nous, pour les indés la semaine prochaine, vendredi prochain, top 20 à 10. Ma pile est déjà prête, donc j'ai plus qu'à tourner. Je pense que je vais tourner soit aujourd'hui, soit demain. Donc la semaine prochaine, ça sera pas du direct, donc j'aurai pas vos commentaires, je suis désolé. Et sur ce, passez une bonne soirée, lisez des comics, et puis à demain pour parler de DC Comics.